Notre auteure invitée Karine Anne, qui, donc je vais vous tenter de vous faire une présentation sommaire, parce qu'ensuite je lui donne la parole. Donc Karine Anne est spécialisée dans les romans historiques, et elle a consacré sa littérature aux grands personnages essentiellement féminins de l'histoire, comme Catherine de Médicis, Madame de Pompadour. Elle est doctorante en lettres et sa thèse était sur Marcel Pagnol. C'est aussi pour ça qu'elle est heureuse de venir ici à Gémenos. Elle a été assistante sur de nombreuses émissions littéraires comme Ex Libris, Vol de nuit, Place aux livres. Son premier roman, en 2010, Althea ou la colère d'un roi, se passe pendant la période de Louis XIV et a remporté un très grand succès. Son deuxième roman, toujours roman historique, Les Lys pourpres, qui parle essentiellement de Catherine de Médicis, puis Les Venins de la cour, L'affaire des poisons. En 2014, elle fait une étude sur la littérature de Marcel Pagnol, avec un livre de fond, Un autre regard. C'est justement une étude sur Marcel Pagnol. Tous ces livres dont je vous parle sont au stand. Il y en a plus. Il y en a presque plus. Pagnol, si. Voilà, donc... Et elle est membre du jury du prix Marcel Pagnol depuis l'existence. Alors aujourd'hui, c'est son 6e roman historique, L'audace de la liberté. Et donc elle nous raconte l'histoire de cette fabuleuse femme à qui on doit énormément, Olympe de Gouges. Alors peut-être on va rappeler, mais certains d'entre vous peut-être ignorent qui était Olympe de Gouges. Merci, bonjour. Merci d'être là. Alors, Olympe de Gouges est une jeune femme qui est née à Montauban en 1748 et qui a été mariée très jeune à un homme qu'elle n'aimait pas. Elle avait 17 ans. Et ce monsieur a eu le bon goût de mourir 1 an et demi après. Et c'est certainement ce qu'il a fait de mieux parce que vraiment, il ne lui arrivait pas à la cheville. Il lui a donné un fils qu'elle adorait. Mais au bout d'1 an et demi, quand elle a réussi à se sortir de ce mariage qui vraiment ne lui correspondait pas, d'autant plus que quand on l'a mariée, elle était éprise de quelqu'un d'autre, elle a décidé que jamais plus elle ne se marierait et que jamais plus sa famille ne la contraindrait à une union qui était pour elle contre nature. Donc elle a décidé de prendre son destin en main et sa sœur qui habitait à Paris lui envoyait très souvent des lettres où elle lui racontait ce qui se passait à la cour. Alors évidemment, l'arrivée de Marie-Antoinette, sa rivalité et sa non-acceptation de Madame du Barry. Et elle avait l'impression qu'elle était loin quand même, elle était à Montauban. Et ça la fascinait, elle se disait quand même, il se passe beaucoup de choses, c'est le cœur qui bat, elle rêvait de partir à Paris. Et elle a rencontré un homme qui est devenu son amant. Et avec lui, elle a décidé effectivement de monter, à l'époque on disait monter à Paris. Et elle s'est installée effectivement à Paris. Et là, très vite, comme elle était très vive, comme elle était intéressée par les arts, par la littérature, elle a réussi à entrer dans les salons littéraires et a commencé à se faire un nom dans ces salons. Et c'est par la littérature et par les lettres qu'elle a commencé justement à côtoyer tout ce monde. Et elle est devenue ce qu'on pourrait appeler une journaliste en réalité. Elle était sur le terrain, elle était là où il se passait des choses, elle avait envie de commenter les événements. Et surtout, elle commence à fréquenter des cercles politiques et à s'intéresser effectivement à la vie de la cité, la res publica, à l'époque, la chose politique. Et c'est quelque chose qui la passionne. Et elle va commencer de suivre cette actualité politique. Et dans ce Paris bouillonnant de la fin de pré-révolutionnaire, où effectivement on a cette envie de jeunesse, l'avènement en fait du jeune couple de Louis XVI et Marie-Antoinette a créé un espoir formidable. On s'est dit, ça y est, c'est la fin du siècle entre guillemets des vieux rois, même si Louis XV n'était pas un vieux roi, mais il était très décrié avec Madame du Barry, etc. Il n'a pas été très pleuré, Louis XV, il faut quand même dire les choses, Louis XIV non plus. Mais l'avènement de ce jeune roi qui est très épris de cette jeune femme qui est arrivée à la cour, on a l'impression que c'est une sorte de renouveau. Ce jeune couple est porteur vraiment d'espoir et on se dit ils vont peut-être être là pour amener une transformation dans la société. Et Olympe y croit énormément. Et ce qui est très très émouvant en fait chez elle, c'est qu'elle est la fille de Lefranc de Pompignan,
qui était un littérateur, qui a même été à l'Académie française, mais elle est sa fille naturelle, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas reconnue. Il s'en est occupé, il était d'ailleurs très présent dans sa vie jusqu'à l'âge de 6 ans. Et à 6 ans, il a commencé de rejoindre le Parti des dévots. Alors évidemment, quand vous faites partie de cette obédience politique, avoir une fille naturelle, c'est un petit peu l'erreur. Donc il s'est détourné, alors qu'il était très épris de la mère d'Olympe, il s'est détourné et de cette femme qu'il aimait et de sa fille pour sa carrière politique. Et elle n'a eu de cesse d'essayer de le reconquérir, d'essayer de lui montrer qu'en elle coulait justement ce sang littéraire, que bon sang ne saurait mentir, et que justement elle allait pouvoir devenir une femme de lettres. Et ce qui est très poignant chez Olympe, c'est qu'elle a tout à fait conscience du fait que son éducation est très parcellaire. Elle dit elle-même, j'ai été privée de lumière dans ce siècle des Lumières, moi j'en ai été privée, et elle n'a de cesse de rattraper ses carences. Au départ, en fait, elle emploie une secrétaire à qui elle dicte ses textes parce qu'elle ne sait pas encore les écrire. Et quand elle se retrouve à la fin de sa vie, elle y arrivera plus tard, donc à la Bastille, c'est elle qui écrit ses lettres. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement émouvant, cette volonté finalement de s'élever, de se cultiver, et tout ça d'une certaine manière par amour pour essayer de montrer à son père qu'elle était digne d'être sa fille. Alors justement, comme vous le disiez, dans ce livre, ce qui est très émouvant, c'est non seulement vous racontez la vie d'Olympe de Gouges, mais en parallèle, il y a toute l'histoire aussi de l'évolution de Marie-Antoinette. Bien sûr. Oui, parce que par le plus grand des hasards, ces deux femmes se sont côtoyées, elles se sont croisées 3 ou 4 fois dans leur vie, et notamment à un moment où Olympe de Gouges a décidé de rédiger la Déclaration du droit de la femme et de la citoyenne, donc en 1791, et elle a fait parvenir ce texte à Marie-Antoinette. Alors évidemment, en 1791, vous vous doutez bien que Marie-Antoinette avait un tout petit peu d'autres soucis, donc c'est pas vraiment ce sur quoi elle s'est concentrée, mais elles se sont rencontrées plusieurs fois. Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est que Olympe de Gouges, au départ, a soutenu la monarchie constitutionnelle. Et elle ne voulait pas la mort du roi. Elle a vraiment tout fait pour essayer de sauver sa tête, en disant, bon voilà, si déjà il est destitué, on n'est pas obligé de le tuer. Évidemment, c'est quelque chose qui lui a été reproché. Et il y a quand même un tout petit point qu'il convient quand même de rappeler, c'est que nous avons eu la monarchie constitutionnelle en France. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. De 1791, en fait de septembre 1791 à août 1792, la monarchie constitutionnelle a été en effet proclamée en France. Et le 8 août, il y a eu un coup d'État. Pétion, en fait, a demandé à l'Assemblée de déclarer la monarchie terminée. L'Assemblée a refusé, puisque c'était le vœu du peuple. Et dans la nuit, la commune insurrectionnelle a pris d'assaut l'hôtel de ville, s'est proclamée commune insurrectionnelle de Paris. Et là, ça a été effectivement le point de bascule, puisque les Girondins ont été emprisonnés, on a fermé les presses, on a instauré en fait un régime autoritaire. Et donc Olympe, à l'arrivée, a été guillotinée par Robespierre. Pourquoi ? Parce qu'elle demandait simplement à ce que les Français puissent se prononcer entre 3 types de régimes, c'est-à-dire la République, un régime fédéral ou la monarchie constitutionnelle. Or, depuis le 29 mars 1793, Robespierre avait déclaré que c'était la République et rien d'autre. Et c'est la raison pour laquelle elle a été emprisonnée, et naturellement avec un procès inique comme seule l'histoire sait en fournir. Elle était bien sûr condamnée avant même d'entrer dans le prétoire, et elle a donc été la première femme guillotinée après Marie-Antoinette. Alors, avant de passer à la fin, justement, alors Olympe de Gouges, ce qui ressort de votre livre, que c'était quand même une femme ambitieuse, qui souhaitait marquer les esprits, qui avait envie de laisser une trace dans l'histoire, et elle l'a merveilleusement bien fait. Et donc, elle commence les cercles littéraires avec la marquise de Montesson, et entre autres, et surtout, elle commence à écrire dès ses premiers écrits, elle s'implique, puisqu'elle va traiter justement, elle va essayer de lutter en passant des messages contre l'esclavagisme.
Alors, avant, oui, alors, contre l'esclavage, mais aussi pour les femmes, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on oublie de dire. On entend souvent, effectivement, la Révolution française, c'est l'alpha et l'oméga, sauf que quand on vous parle de la Déclaration des droits de l'homme, ben, c'est des droits de l'homme. Voilà. Et ça, on ne le dit pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, les droits de l'homme, ça laisse de côté la moitié de la société, puisque les femmes continuent de ne pas avoir le droit de vote et de n'être rien, en réalité. Et d'ailleurs, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on arrive même dans la société française à faire en sorte de rétablir l'égalité entre les races, c'est-à-dire entre les Noirs et les Blancs, alors que les femmes n'ont toujours pas le droit d'être des citoyennes. Donc il faut reprendre vraiment les étapes de l'histoire, parce que ça c'est intéressant. Il y avait quand même beaucoup de choses à faire à l'époque, c'est-à-dire déjà faire en sorte qu'on puisse avoir cette très belle déclaration qui montre effectivement qu'il ne doit pas y avoir de différence entre les couleurs de peau, qu'on est tous égaux, libres et égaux en droit, mais ça doit aussi s'appliquer évidemment entre les hommes et les femmes, et ça n'avait pas l'air d'aller de soi pour tout le monde. C'est ce que vous dites merveilleusement. À un moment donné, vous dites elle luttait contre l'esclavagisme, mais surtout sur celui qui était invisible, l'esclavagisme des femmes aussi. Voilà. Et ça, vous le dites bien, parce que c'était un phénomène invisible en fait. Tout le monde le savait, mais personne ne disait rien. Et elle le criait haut et fort. Elle a eu cette très belle formule qui disait, mais si les femmes peuvent monter à l'échafaud, elles doivent avoir le droit de monter à la tribune. Et en fait, elle était amie de Mirabeau, et très souvent, elle lui soufflait en fait des idées, et c'était lui qui, avec sa voix de tribun et son talent, parce que c'était un tribun magnifique, très souvent, il reprenait les idées, il disait « De Gouges, tu m'as dit ce matin, etc., viens, tu vas voir », et on a des échanges de lettres, etc., où elle lui dit « Mais il faut peut-être mettre ça en avant, elle voulait créer des maternités, elle voulait l'autorisation de divorcer, elle voulait qu'on reconnaisse les enfants nés hors mariage, elle a vraiment été, quand on se penche sur tout ce qu'elle a demandé et qu'on regarde quand nous, je dis nous, les femmes qui sont ici, quand nous l'avons obtenu, mais c'est juste hallucinant. C'est-à-dire qu'elle demande le droit de vote, on l'aura sous De Gaulle. Enfin, on se dit, c'est quand même vertigineux. Voilà, et quand on nous vend, oui, la Révolution française comme étant... on est passé de l'ombre à la lumière, pas tous en fait. Nous, on est passé de l'ombre à l'ombre en fait. Hein. Et on est arrivé en plus sur le 19e avec le Code Napoléon qui met la femme en tutelle, alors qu'il est un code sur un plan au niveau du droit. C'est vrai que c'était une avancée magnifique. Mais la femme, elle reste effectivement, elle est mise en tutelle. D'ailleurs, l'image d'une femme qui monte à l'autel au bras de son père pour en redescendre au bras de son époux, c'est une passation des pouvoirs d'un homme sur un autre. On adore le projet. C'est vrai que c'est voilà, tout à fait. Et le 19e est extrêmement misogyne. Vous avez Balzac qui écrit La physiologie du mariage, dans lequel il dit que le mariage est une prostitution légale. George Sand qui est obligé de prendre un nom d'homme pour pouvoir écrire. Donc on voit très bien qu'on n'est pas... Voilà, c'est pas une... Bien sûr que c'était une avancée, ça a été la Révolution française, il ne faut pas dire le contraire. Mais c'est assez amusant quand il y a des gens qui disent « Moi j'aime bien la Révolution de 89 ». Bon, pas celle de 93. Oui, sauf que celle de 89 a amené celle de 93, l'histoire avance. Donc on ne peut pas s'exonérer de ce qu'il y a eu après et de ce qu'il n'y a pas eu. Parce que même pendant la Révolution française, les femmes ont énormément de mal à se faire entendre. Énormément de mal. Et elle a lutté aussi, elle, pour le droit des Noirs. Il y a eu des cabales, elle a écrit des pièces de théâtre. Il y a eu des cabales phénoménales parce que les nobles à la cour, ils vivaient justement de leurs plantations dans les îles, etc. Qui n'avaient pas du tout envie que l'esclavage soit aboli parce que pour eux, c'était une source de revenus. Et à l'époque, les nobles avaient des loges au théâtre avec énormément de places. Donc, quand ils voulaient organiser une cabale, il leur suffisait de réserver ces places et le soir, le théâtre était vide. Et elle a été victime de ça de nombreuses fois. Elle s'est vraiment battue et elle a même failli être embastillée plusieurs fois.
il a fallu qu'elle fasse jouer ses relations pour qu'elle ne se retrouve pas à la Bastille, parce qu'elle commençait vraiment de déranger. Alors, concernant justement la littérature, elle admire Beaumarchais, et il y a un moment où vous racontez cette histoire, où elle tente de reprendre un personnage de Beaumarchais et d'écrire à partir de ça, et là ça contrarie absolument Beaumarchais qui l'accuse de plagiat, mais finalement, vous dites dans le livre que ça va la servir. Oui, parce qu'en plus, c'est pas un plagiat du tout, mais c'est je pense, un crime de lèse-majesté. C'est-à-dire que, voilà, il estimait qu'elle ne pouvait pas prétendre à être à sa hauteur. Problème d'ego. Voilà, problème d'ego, probablement. Alors, et pourquoi pas? Enfin, je veux dire, peut-être qu'il estimait qu'elle n'avait pas son talent, et peut-être est-il difficile pour un auteur de voir un autre auteur s'emparer d'un de ses personnages et en faire quelque chose. Mais en tout cas, ça n'était absolument pas un plagiat, et il a vraiment monté une cabale contre elle. Le fait qu'elle soit une femme de lettres, alors en plus, ce qui est beau avec Olympe, c'est qu'elle va jusqu'au bout de ses projets, c'est-à-dire qu'elle a même monté une troupe de théâtre avec laquelle elle part en tournée dans la France entière. Elle va se produire dans des villes, elle est avec sa troupe, et on est vraiment frappé par l'extraordinaire modernité de cette femme. C'est vraiment quelque chose. Moi, elle m'a accompagnée pendant 1 an, et vraiment, tous les jours, je me disais, mais c'est pas vrai, elle a mis ça en place à cette époque, c'est quand même fou. Enfin, je veux dire, c'était... Et ce qui était aussi très intéressant, je le dis chaque fois que je parle d'Olympe, c'est que je mesurais les avancées qui étaient faites. Par exemple, avant, vous aviez besoin d'un laissez-passer pour changer de province. Vous deviez avoir un laissez-passer. Et ça a été aboli sous la Révolution française. On a déclaré que, bon, on était un pays et qu'on avait le droit de se promener. Et c'est au moment où je découvre ça qu'on nous dit qu'il nous faut nous auto-autoriser à descendre le bas de notre rue. Je me suis dit, oui, il y a quand même... Enfin, vous voyez, il y a une mise en abîme, des fois, qui était un peu bizarre. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment prendre conscience du fait que nos droits sont extrêmement fragiles. Voilà. Et qu'il ne faut jamais, 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 quel que soit le pays dans lequel on se trouve, il ne faut jamais considérer que c'est acquis. Et se dire, là maintenant c'est bon, on a gagné ça, on a gagné... C'est toujours en mouvement, c'est toujours sujet à des modes, à des minorités qui vont s'exprimer. Il ne faut pas oublier non plus que l'histoire est toujours faite par les minorités. Toujours. Vous pouvez prendre n'importe quel événement, ça a toujours démarré par une minorité dont on a dit oui, bon, ok, ces trois illuminés, ça va aller. Et non, ça fait boule de neige, et ça prend de l'ampleur, et ils reviennent, et voilà, ils chassent en meute. Et c'est comme ça que ça s'est passé tout le temps. Donc, vraiment, moi, ça a été une leçon d'humilité, ce travail sur Olympe, d'abord parce que la grandeur de cette femme, c'est qu'à aucun moment, elle ne s'auto-promeut, c'est-à-dire qu'elle ne se bat jamais pour elle. Elle dit elle-même qu'elle se bat pour les générations futures. Et quand elle a commencé de vouloir demander au peuple français de se prononcer sur le régime dans lequel il souhaitait vivre, ses amis étaient catastrophés. Ils lui ont dit, mais attends, là, tu vas terminer à l'échafaud. Il faut vraiment que tu sois consciente du fait que là, on ne va pas te laisser faire ça. Et elle disait, mais c'est pas grave, ma vie n'est pas importante par rapport à ce combat que je dois mener jusqu'au bout. C'est les générations futures qui rendront compte de ça, la postérité reconnaîtra mon travail. Cette élévation de l'esprit, j'allais dire cette grandeur d'âme, on ne la retrouve pas quand même chez beaucoup de nos politiques. C'est vraiment quelque chose... Oui, d'ailleurs, oui, chez les hommes tout court, mais a fortiori chez les gens qui ont un projet politique, c'est-à-dire s'effacer pour la grandeur du pays ou pour la liberté des gens ou pour les droits, en se disant ma vie n'a pas de sens, je la mets au service de cette cause, c'est quand même vraiment quelque chose qui force le respect, vraiment. C'est très bien. On écouterait des heures. Alors, moi, ce que je voulais revenir sur le fait, bon, elle est très moderne, mais je trouve qu'elle a eu beaucoup de chance aussi parce qu'elle a rencontré des amants qui étaient quand même assez modernes. Parce que j'ai trouvé le personnage de Jacques, qui était quand même, il admirait son ambition, autant qu'il la redoutait, mais en même temps, il la dissuadait pas, il l'encourageait. Oui, mais je pense qu'elle appartient à cette catégorie de femmes
qui montre que de toute façon, si la personne qu'il aime en face d'elle ne respecte pas ça, il la perd. Oui, voilà. Et je pense qu'il l'avait très bien compris. Il lui a dit 20 000 fois « je voudrais t'épouser », 20 000 fois il lui a dit non. Il se disait soit je m'en vais et je me dis tant pis, elle ne veut pas qu'on se marie, je m'en vais. Mais en fait, il en était très épris. Et il avait bien conscience du fait que s'il ne respectait pas et sa liberté, et son combat, et ses engagements, il tremblait pour elle. Et quand elle lui annonçait qu'elle partait en tournée, il cachait un peu sa joie. Mais il savait qu'elle était comme ça, et peut-être aussi, alors ça c'est moi qui le suppose, mais peut-être aussi était-ce ce qu'il aimait chez elle, finalement, ce côté insaisissable et de se dire elle appartient à personne. Voilà, mais c'est une des comment dirais-je, des qualités du personnage, et c'est d'autant plus admirable que c'est pas du tout l'époque, en fait. Voilà. Et elle avait, c'est pour ça que j'ai appelé ce livre L'audace de la liberté, parce qu'elle avait cette audace. Et la liberté requiert une audace. Il faut effectivement être audacieux pour être libre. Et elle l'a montré de façon paroxystique. Et vraiment en montrant à chaque fois qu'on avance par petites touches, mais que c'est jamais acquis. Il faut consolider, il faut toujours continuer. Elle voulait l'éducation aussi, parce que l'éducation, c'est fondamental. Tout passe par l'éducation. Donc, il fallait vraiment arriver à faire en sorte qu'elle avait conscience, elle, du fait que ne pas être éduquée, ne pas savoir écrire, c'était vraiment un handicap. Et elle était tout le temps plongée dans les livres, elle était tout le temps à essayer de progresser. Elle a pris des cours, elle a été prendre des cours de mathématiques, elle a été prendre des cours de langue. Elle est hallucinante. Dès qu'elle arrive à Paris, on sent qu'elle se dit « il faut que je profite de toutes les opportunités que m'offre cette ville et que ne m'offrait pas la ville dans laquelle je suis née ». Elle avait vraiment conscience de l'élévation de l'esprit. Voilà. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, quelque chose qui l'a guidée et qui a fait qu'elle a eu ces choix magnifiques dans sa vie, en fait. Alors, dans ce parallèle, on disait tout à l'heure que vous parliez aussi beaucoup de Marie-Antoinette, et on ressent dans vos écrits que le regard de Olympe change du début à la fin par rapport à Marie-Antoinette. Alors au début, quand elle la voit sur son intronisation, elle la trouve frivole, elle se demande si elle est en train de réaliser qu'elle devient reine, et puis vers la fin, elle se rend compte qu'elle a beaucoup progressé, et le regard d'Olympe change vraiment par rapport à Marie-Antoinette. On va dire que vers la fin, elle dit oui, c'est une reine. C'est ce qu'on ressent. Alors, ce qui est très intéressant, en fait, dans le destin parallèle de ces deux femmes, c'est que là encore, Marie-Antoinette, il y a un gros problème d'éducation. C'est-à-dire qu'elle était la fille de Marie-Thérèse d'Autriche, elle n'a pas du tout été éduquée à ce qu'il attendait. Donc, quand elle arrive à la cour de Versailles à 14 ans, elle est effectivement frivole, elle parle à peine le français, ce qui est quand même embêtant pour une dauphine de France, et elle n'est absolument pas préparée, elle a eu une éducation assez bourgeoise à Schönbrunn, elle n'est absolument pas préparée à ce protocole très très lourd et très très dur qui sévit à la cour de Versailles, qui n'est même pas encore celui de Madrid, mais enfin qui est quand même déjà très très difficile. Et Marie-Antoinette ne comprend pas ce qui se joue, c'est-à-dire qu'elle est jeune, elle veut être entourée de jeunes. Bon, on peut l'entendre, sauf que la noblesse de France, ce sont des gens qui payent le tribut du sang. C'est-à-dire que les impôts, effectivement, ce ne sont pas forcément eux qui en payent le plus. En revanche, ils mettent leur vie au service de la couronne. Et voilà, on est toujours frappé par des duels, par ce genre de choses, en se disant, mais ils font peu de cas de leur vie. Mais c'était une éducation, en réalité. On mourait pour le roi, on mourait pour la couronne. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout était extrêmement codifié, et que le privilège de parler au souverain, le privilège de l'approcher le matin au petit lever, au grand lever, etc., c'est ce qui fait que ça fidélise la noblesse de France. Or, Marie-Antoinette, elle a un petit peu envoyé ça au-dessus des moulins, ça la fatiguait, et quand le trône a commencé de vaciller, elle n'a pas trouvé beaucoup de monde pour la soutenir, et on le voit notamment dans l'affaire du collier. Et ça, c'est vrai que Olympe a assisté au sacre, et la correspondance, c'est pour ça que je l'ai retranscrit comme ça. Marie-Antoinette a été très bien au sacre, mais
les récits d'époque montrent qu'elle n'avait pas autant Louis XVI, quand il est loin du Saint-Crème, comprend effectivement ce qu'il se joue et ce qu'il représente. Marie-Antoinette, elle est plus dans la futilité, et la lettre qu'elle écrit le soir à sa mère montre qu'elle ne prend absolument pas la mesure de ce qui est en train de se jouer et de ce qu'elle devient, en fait. Et c'est vrai que cette frivolité va lui être fatale, parce que quand elle commencera de comprendre que le peuple s'est détourné, ça sera trop tard, parce qu'on n'arrive pas à reconquérir comme ça, surtout qu'il y avait une propagande très très dure, hein, qui était vraiment beaucoup de mensonges qui circulaient à son sujet, etc. Et même d'ailleurs l'affaire du collier n'aurait jamais pu avoir lieu si elle n'était pas justement réputée faire des fêtes à Trianon où on l'apercevait dans les bosquets la nuit, etc. Enfin, je veux dire, si elle avait eu effectivement une tenue plus stricte, jamais on n'aurait pu accréditer l'idée qu'elle avait été rencontrée la nuit. Alors, bon, par le cardinal de Rohan en l'occurrence, mais ça n'aurait pas tenu. Avec une autre reine, ça n'aurait pas tenu. Donc, effectivement, Marie-Antoinette a cette dimension tragique qui fait qu'elle va devenir reine au fur et à mesure que son chemin de croix commence, en fait. Une des premières fois où elle est vraiment l'incarnation de la souveraine de France, c'est au balcon, quand elle fait sa révérence au peuple, où là, vraiment, le silence se fait, et où là, les gens se disent, elle a effectivement une envergure. Quand aussi on l'interpelle en allemand, et qu'elle se retourne en disant « Je suis reine de France, je n'entends pas cette langue ». Là, elle commence effectivement de devenir reine de France. Mais ce qu'il faut aussi se dire, c'est que la grande responsable est aussi sa mère, qui l'a envoyée en France, non pas en lui disant maintenant tu oublies ton passé, tu deviens reine de France, mais comme une espèce d'espionne de l'Autriche, en fait. Elle s'est dit, bon, Louis XVI est un bon garçon, il va très vite tomber sous le charme de ma fille qui est mignonne, pétillante, etc. Et moi, je pourrais tirer les ficelles puisqu'elle en fera ce qu'elle veut. Sauf que Louis XVI n'est pas du tout le Benet qu'on a décrit, pas du tout. C'était un humaniste, ça a été le premier cartographe du royaume, il était tout sauf idiot, passionné de géographie, et il ne s'est pas laissé du tout mener par le bout du nez comme ça. Et comme en plus, ils sont restés 7 ans sans avoir d'enfants, parce qu'ils ne consommaient pas complètement leur mariage, c'est vrai que ça a donné des espoirs autour, donc notamment en Provence et Artois, les frères du roi, qui se sont dit qu'effectivement, il y avait peut-être une éclaircie au bout du tunnel, et que même peut-être régnerait. Mais quand on étudie la Révolution, il y a quelque chose qui frappe, c'est que par rapport au récit qui nous en est fait, il y a aussi des questions de bon sens. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si on prend tout le groupe, nous sommes tous là, tous ensemble, on va à Versailles. Nous sommes tous dans la cour carrée de Versailles, je ne sais pas si vous la représentez, on est donc devant le balcon, et là, j'enlève toute la signalétique. Vous n'avez plus aucune pancarte, plus rien du tout. Et je vous dis, amenez-moi aux appartements de la reine. Et vous allez me dire, mais attendez, vous avez vu la taille du bâtiment? Enfin, je ne sais pas où c'est. Alors dites-moi, comment ces femmes, qu'on appelait des poissardes, qui n'avaient jamais quitté Paris, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens de partir comme ça. C'était des fleuristes, des bouquetières, poissonnières, des boulangères, des charcutières. Bon, elles n'étaient jamais parties de Paris. Comment ces femmes sont arrivées à Versailles? Comment sont-elles entrées dans un palais dont les grilles étaient fermées tous les soirs? Comment sont-elles arrivées à la chambre de la reine sans aucun problème, tout de suite et directement? Voilà. Et ça, c'est Stéphane Zweig qui pose cette question. Et à partir du moment où vous commencez à vous poser les questions historiques avec ce prisme-là, vous commencez à vous dire, c'est pas tout à fait ce qu'on nous a raconté. Puis là, vous découvrez que, par exemple, Michelet a réécrit l'histoire à l'aune des grands principes romantiques au XIXe, du peuple qui se lève pour abattre son tyran, etc. Et vous vous rendez compte que c'est pas du tout, en fait, ce qui s'est passé. Je ne suis pas du tout en train de vous dire que c'était la perfection, hein, le régime monarchique. Mais ça n'est en tout cas pas le récit qui nous en a été fait. Moi, j'ai travaillé sur Catherine de Médicis, j'ai trouvé un manuel scolaire du début du XXe où il est libellé « Pourquoi je dois haïr Catherine de Médicis ?» Alors, vous avez quand même une histoire qui est enseignée comme ça interroge.
Alors, c'est vrai que non seulement, effectivement, on a revu l'Ancien Régime à l'aune de ce prisme très, très précis, mais en plus de ça, avec cette misogynie. Donc les femmes qui ont fait l'histoire, que ce soit Catherine de Médicis, Anne d'Autriche, mais aussi Olympe de Gouges, alors toutes celles-là, elles sont passées. Alors Anne d'Autriche, elle était aux ordres de Mazarin, dont elle était amoureuse et elle ne savait rien faire d'autre. Catherine de Médicis, alors en plus de ça, il y a Alexandre Dumas avec son talent qui est passé derrière. Alors la veuve noire qui empoisonne ses enfants, enfin, c'est surréaliste. Pourquoi empoisonnerait-elle ses enfants alors que c'est par ses enfants qu'elle règne? Enfin, il y a quand même un tout petit peu de bon sens à avoir. Donc voilà, tout est comme ça. Et Olympe de Gouges, on a essayé de la faire passer pour une hystérique, mais vraiment. Et on a détruit les trois quarts de son œuvre. C'est-à-dire que quand elle a été tuée, non seulement on a fait disparaître Olympe physiquement, mais on a essayé aussi de faire disparaître sa postérité et son travail. Il y a les trois quarts de ce qu'elle avait écrit qui a été détruit. Ça a été vraiment une volonté de la supprimer, de l'éradiquer. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à l'époque, se mettait en place le culte de l'être suprême de Robespierre et qu'il ne fallait pas du tout qu'on ait trace du fait que tout ça ait pu avoir lieu. Alors, ce qui est frappant aussi dans le livre, c'est que Olympe de Gouges détestait la violence et que malheureusement, en fin de vie, elle va subir cette révolution dont on ne dit pas finalement. Hein, on avait parlé ensemble, c'est-à-dire que la révolution, on voit ce symbole de liberté, mais on voit aussi, enfin, dans votre récit, toute la violence. Moi, ça m'a frappée parce que vous dites vraiment les choses comme elles se sont passées. Et c'est violent, on a vraiment du mal à lire quelques lignes, vraiment. C'est-à-dire que oui, c'est toujours le même principe, c'est que c'est un récit, on est passé de l'ombre à la lumière, la France est née à la Révolution française, c'est vraiment ce qu'on nous a quand même vendu depuis toujours dans les manuels scolaires, et notamment dans les manuels scolaires, on ne vous parlait pas des atrocités, de tout, on ne dit pas par exemple qu'il y avait des pétitions dans Paris qui faisaient tourner la guillotine parce que les gens n'en pouvaient plus de cette odeur du sang. Voilà, qui circulait dans le caniveau. Combien de temps avons-nous mis avant de commencer à évoquer le génocide vendéen? C'était quelque chose qui n'existait pas. Moi, quand je me suis rendue là-bas, il y a des gens qui travaillaient dessus, on n'en parlait pas. Il a fallu qu'il y ait des historiens qui ont fait un travail universitaire pour dire mais ça a été une réalité. On a parlé de 450 000 personnes, c'est quand même pas rien. Donc voilà, c'est toute une... Mais c'est à l'échelle... par exemple, moi je travaillais sur Catherine de Médicis. Dès que je parlais de Catherine de Médicis, ah oui, la nuit de la Saint-Barthélemy. Bon, d'accord, pourquoi pas. Sauf que, qui a entendu parler de dragonnades? Vous savez ce que c'est? Voilà, les dragonnades, ça a tué peut-être plus encore de gens. Mais c'était sous Louis XIV, donc c'est la même chose. Hein, catholique, protestant, on est exactement dans le même refus de ce syncrétisme. Voilà, on sent que le siècle n'est pas prêt pour ça. Mais c'était Louis XIV, donc on n'en a pas parlé. Parce que Louis XIV, Versailles, grand roi bâtisseur, etc. Donc on a aussi ce prisme-là en France aussi de mettre en avant nos rois bâtisseurs, et c'est normal qu'on en soit fier, hein, François Ier, Louis XIV, mais ce n'est pas forcément ceux qui ont mené la politique la plus pertinente pour la France. Par exemple, Louis XI est vraiment victime de cabales tout le temps. Les geôles de Louis XI, c'est complètement inventé de toutes pièces. Bien sûr qu'il avait des geôles, mais le fait qu'il s'amusait à mettre des gens en cage et qu'il allait regarder ce que ça leur... Enfin, ça n'a pas de réalité. Donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement de regarder les choses autrement, de ne pas partir avec des a priori, et peut-être aussi de ne pas partir avec nos a priori, c'est ce qu'on disait l'autre jour, notre prisme, notre vision à nous, sur le féminisme, sur l'égalité, pour essayer de repartir dans l'époque et de se dire, mais qu'est-ce qui se passait à cette époque ? Et surtout, qu'est-ce qu'on nous a vendu, en fait. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a vraiment une dichotomie importante entre ce qu'on peut appeler notre récit national et la réalité historique. Alors moi, je tenais à dire que votre livre, et moi je me suis régalée, hein, j'ai dévoré chapitre après chapitre, parce que je tiens à préciser que ce n'est pas une biographie. Ah non. Ce n'est pas non plus un documentaire.
c'est vraiment un roman historique dont le style vous est propre. C'est-à-dire que vous avez beaucoup fait de recherches, on le voit, et tout est basé sur la réalité. Même les descriptions, même la météo du moment. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, ce qui fait qu'on est avec les personnages et tous les tableaux que vous décrivez, ils sont merveilleusement décrits, qu'ils soient durs, beaux ou des fois horribles, mais on est vraiment dedans. Et tous les détails que vous sont basés sur la réalité, c'est vraiment un style qui vous est propre. Je ne sais pas ce que je dois répondre. Oui, c'est un gros travail de recherche parce que il y a un peu la même différence entre un roman historique et une biographie qu'entre un film et un documentaire en fait. C'est-à-dire que oui, je recherche, si je vous dis Louis XIV, si je décris Louis XIV à la cour le 15 juin, c'est que je sais que la cour était en effet à Versailles le 15 juin, et que, enfin, Louis XIV, c'est pas le bon exemple puisqu'il quittait rarement Versailles, mais par exemple François Ier, bon, qui bouge beaucoup, ou Catherine de Médicis, je sais que la cour est à Fontainebleau, je sais que la cour est à Blois, je regarde aussi le temps qu'il fait, je regarde ce qu'on consommait à l'époque, comment on le mangeait, la description des costumes, quelles étaient les mœurs, comment on se lavait. Tout ça, ça nous dit beaucoup aussi d'une époque et ça détermine aussi les relations entre les gens. Et c'est une façon effectivement de le mettre en scène par des lettres aussi. Quand un personnage historique écrit des lettres dans lesquelles il fait part de son état d'esprit, ça me permet, moi, de nourrir des dialogues qui vont dans ce sens, où je sais que je suis dans la réalité de ce que ce personnage pensait à cette période-là, oui. Et moi, je considère que c'est une façon beaucoup plus vivante, en réalité, d'aborder l'histoire qu'une biographie. Mais je remercie tous ceux qui font des biographies, parce que c'est aussi ceux qui me... C'est sur quoi j'appuie mon travail, donc je ne dénigre absolument pas les biographies. Mais je pense que les biographies, c'est très bien qu'elles soient faites par les historiens qui sont, très... Mais pour Olympe, oui, c'était plutôt une façon de la retrouver, de lui rendre hommage, parce que quand elle dit « j'œuvre pour les générations futures », les générations futures, c'est nous, en fait. Elle l'a fait. Elle l'a fait, mais c'est vrai qu'on lui doit. Voilà, c'était plus cette mise en avant-là, parce que ça fait quand même longtemps, hein, 1789, c'est loin. Pardon ? Elle a été oubliée pendant des siècles. Elle n'a pas été oubliée, elle a été mise de côté. C'est encore pire que ça. On a fait en sorte de l'oublier. C'était délibéré. C'était délibéré, oui. Et en réalité, quand on voit effectivement ce qu'elle demandait, et qu'on se dit que finalement c'est des combats sur lesquels on est toujours, parce que le racisme n'a pas disparu, parce que les droits des femmes, alors aujourd'hui évidemment on nous vend une espèce de néo-féminisme où il faut finalement abattre tous les messieurs parce que comme ça on va grandir. Enfin, c'est vraiment pas intéressant. Enfin, la déconstruction des hommes n'a jamais apporté l'égalité des femmes. Je pense que vraiment la condition féminine et l'émancipation de la femme, elle passe par le fait justement d'œuvrer avec les hommes. C'est une société qu'on doit vraiment construire la main dans la main. Et c'est ce qu'elle demandait. Elle était à l'origine d'un féminisme intelligent. Voilà. Et je crois que lui rendre hommage aujourd'hui, alors que tous ces combats qu'elle a menés ne sont même pas encore aboutis, ça a quand même quelque chose de vertigineux. Vraiment. Et vous le faites merveilleusement bien. Ah, c'est gentil. Alors, si vous Merci avez beaucoup. des questions, c'est le moment. On vous écoute. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les étapes de sa réhabilitation ? C'est Benoît Tegroult. Est-elle réhabilitée ? Oui. C'est une bonne question. Sous le quinquennat, je crois, de François Hollande, il a été question qu'elle soit au Panthéon et ça a été refusé. Donc, je pense qu'il y a encore des étapes. Il y a encore... Les historiens de la Révolution française. Les historiens, alors il y a toujours deux groupes. Hein, je veux dire, moi, ce qui est intéressant, c'est que depuis que j'écris depuis 2010 des romans historiques, je n'ai jamais eu, entre guillemets, de critique.
la seule critique là négative que j'ai eue, c'est un robespierriste qui m'a écrit pour m'insulter. C'est la première fois que ça... Enfin, qui m'a écrit. Il m'a pas écrit, il a posté une critique, je crois que c'est sur Amazon ou la Fnac, et en étant extrêmement violent et en disant que Robespierre, enfin il y a le mot Robespierre à toutes les 2 lignes, et c'est vrai que là aujourd'hui on assiste quand même à une remise en avant de Robespierre par certaines personnes du prisme politique français, et qui nie effectivement complètement le côté sanguinaire qu'a pu avoir Robespierre, en fait. Et on a du mal à réhabiliter Olympe de Gouges à cause de Robespierre, en réalité. Mais les universitaires sont des gens intelligents. C'est pas de cela dont je parle. Hein. Elle est au programme du bac de français, quand même. Comment ? Les droits de la femme et de la citoyenne sont au programme du bac de français. Ah mais ça, oui, non mais ça, que ça soit fait, c'est une très 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 bonne chose. Voilà. Qu'on explique effectivement que la déclaration des droits de l'homme, c'était des droits de l'homme, ça me paraît important. Maintenant, moi, si vous voulez, je trouve que là, aujourd'hui, il y a des combats qui sont menés, qui sont de faux combats, pour de mauvaises raisons. Je pense notamment à l'écriture inclusive. Excusez-moi d'être trivial, c'est juste complètement débile. Voilà. Donc le celles et ceux, etc. Voilà, c'est pas ça l'égalité, hein, ça passe pas par là. Donc l'égalité des salaires, on l'a toujours pas, en fait, en France. Donc il faudrait commencer effectivement d'œuvrer là-dessus. Mais l'écriture inclusive, ça n'est pas, c'est une société qui change une langue, c'est pas une langue qui change la société. C'est pas vrai, ça n'est jamais arrivé. Donc l'écriture inclusive, c'est pas ça qui fera que d'un seul coup les femmes vont sortir de l'ombre. Et aujourd'hui, les femmes ont quand même fait une avancée magnifique. On a quand même eu des Elisabeth Badinter, des Simone Veil. On a des femmes splendides qui se sont battues pour l'émancipation de la femme. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut quand même être très 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 vigilant sur ce qui est en train de se passer, hein, parce que ça fait... Ça passera peut-être par l'éducation des générations futures et des hommes. Ben qui ont oui. changé l'éducation des Ah mais garçons. ça, je suis convaincue que ça... que- Oui, ça, je suis convaincue que ça passe par l'éducation. Ce qui m'inquiète davantage, c'est la montée de l'écriture inclusive dans les universités. C'est toute cette idéologie-là qui est en train de gagner. On vient de voir à Lyon 2 un sujet de droit qui a été présenté en écriture inclusive. Pardon ? On a entendu ça ce matin à la radio. Ah oui, voilà. Donc et voilà. Moi, j'ai plusieurs retours d'étudiants qui vous disent que si c'est pas en écriture inclusive, ils se font voilà, ils se font saquer. Donc oui, il faut quand même vraiment être vigilant là-dessus. Oui. Oui. Vous avez des questions? N'hésitez pas. Est-ce que dans vos recherches, vous avez croisé d'autres femmes qui seraient des icônes mais qui n'ont pas été reconnues comme telles? Il y en a Olympe de plein. Gouges, en fait, elle est maintenant célèbre. Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui sont moins célèbres et pourtant ont œuvré? Ah ben, pendant la Révolution française, il y en a plusieurs, oui. Donc oui, ça, je pense qu'on peut encore en trouver d'autres. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est que, mais même moi, pendant mes études, enfin quand j'avais votre âge, c'était Olympe de Gouges, j'étais quand même encore présentée comme une femme hystérique et qui n'avait aucun intérêt. Donc, la réhabilitation d'Olympe de Gouges, il y a quand même encore du travail. Et on vient, moi, d'aller voir une pièce à Paris, qui était d'ailleurs magnifiquement jouée, et j'ai donc été voir à la fin les acteurs et l'actrice, et elle avait exactement le même discours que moi. Elle m'a dit, on se heurte parfois à des gens qui nous conspuent, etc. Et c'est une femme qui mérite qu'on la mette en lumière. Et c'est vrai que quand on commence de creuser sur qui était cette femme, c'est une femme qui a une trempe incroyable. On n'en croise quand même pas beaucoup des femmes qui ont ce courage. Parce que, enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand vous pensez quand même qu'elle allait à la décapitation, enfin, je veux dire, on est resté chez nous, pour pas attraper une maladie. Elle vous disait,
moi je me bats jusqu'au bout, et elle savait qu'elle allait en mourir. Il faut quand même arriver à l'échafaud, monter à l'échafaud en se disant je me bats pour la liberté. Ça a quand même quelque chose de vertigineux en réalité. Et avec dignité. Et avec dignité, oui, ça en plus, oui. Elle est vraiment montée tout à fait dignement, et elle est montée à l'échafaud en disant que la liberté n'avait pas de prix. La liberté n'a pas de prix, je marche vers mon destin. Voilà. Et elle avait un enfant qu'elle adorait. Enfin, je veux dire, elle n'était pas dépressive, hein, elle n'avait pas envie de mourir. Mais bon, cette liberté, ces droits, c'était son combat, c'était quelque chose qui était pour elle fondamental et qui méritait, oui, qu'on y sacrifie sa vie. Donc, c'est quand même pas un état d'esprit qu'on retrouve 40 fois dans un siècle, quand même. Honnêtement, hein. D'autres questions? Alors, je vous invite à aller rejoindre Karine Anne à son stand et vous procurer Olympe de Gouges, enfin l'audace de la liberté, ou d'autres livres qui sont aussi intéressants que celui-là. Et vous passerez un moment fantastique. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.